Bonsoir et merci de vous informer par le 19h45 de la télévision Labari. Parlons tout de suite de la réception officielle et solennelle d'un bâtiment à la maternité Isaka Gazobi. L'infrastructure a été offerte par la Société nigérienne des produits pétroliers Sonidep et a été reçue par le ministre de la Santé publique, le colonel-major Garba Hakimi, devant Ismaël Moumouni et Sadou Toumi. Centre d'excellence en matière de soins, d'enseignement et de recherche de la santé de reproduction, la maternité nationale de référence Isaka Gazobi, créée en 1929 et très sollicitée par les patients. C'est pour ainsi améliorer la prise en charge maternelle et périnatale, tout ceci dans un cadre impeccable. Voilà pourquoi la Société nigérienne des produits pétroliers, Sonidep, a procédé à la rénovation du bâtiment 1 qui date de 1948, portant le nom de Madame Bassi Hélène Ouattara, la première sage-femme ayant travaillé au Niger. Pour le responsable de cette maternité, la rénovation du bâtiment a permis de mettre à la disposition de la maternité Isaka Gazobi 2 halls d'accueil des patientes, une salle d'urgence, une salle de pré-travail, des salles d'accouchement, un service laboratoire, ce qui n'était pas dans le premier cas de figure, une salle de soins après avortement, des bureaux de surveillance de service, une perception, des salles de garde du personnel, des toilettes pour le personnel mais aussi pour les patientes, et la capacité d'accueil vraiment ont été agrandies. La mise à disposition du bâtiment 1 rénové au profit de la maternité Isaka Gazobi permettra de renforcer sa capacité d'accueil, d'améliorer son plateau technique, de motiver davantage son personnel et atteindre les objectifs assignés par les autorités politiques de notre pays dans le cadre du PDSS 2022-2026. 60 585 720 francs CFA, telle est la somme injectée par la Sonidep pour la rénovation de ce bâtiment. Cette action de la Sonidep s'inscrit dans le cadre de son rôle social, comme en atteste le responsable. Être sollicité pour poser des actes est un honneur. Répondre positivement aussi, favorablement, j'aimerais dire, en est un autre. Mais aussi être convié montre la gratitude, en tout cas, de l'autorité, en tout cas, investie vis-à-vis, en tout cas, de la société, de la Sonidep, j'aimerais dire. Si la Sonidep a contribué dans le cadre de la rénovation de l'édifice, cela n'est pas surprenant. Ça rentre dans le cadre du rôle social et du rôle sociétal de la Sonidep, qui est très différent de sa mission traditionnelle de commercialisation des hydrocarbures. Après la visite guidée du joyau entièrement rénové, le ministre de la Santé n'a pas manqué de saluer ce noble geste patriotique de la Sonidep en direction de la maternité Isaka Gazobi de Niamey. Ce bâtiment-là, entièrement rénové, c'est un bâtiment que je connaissais auparavant, un bâtiment qui était vétuste, parce que moi-même j'ai fait mes stages ici. Donc je connais parfaitement ce bâtiment-là. Aujourd'hui, ce bâtiment a un nouveau visage. Ce bâtiment a été modernisé. Et ça, je pense que c'est à la grande joie des utilisateurs, à commencer par le directeur de la MIG, mais aussi l'ensemble du personnel. Donc vraiment, ce bâtiment qui a été entièrement rénové rentre vraiment dans le cadre d'une certaine modernité. C'est vraiment un bâtiment moderne qui a été fait, qui a été rénové. Et ça, nous tenons à saluer l'initiative de la Sonidep. Grâce à l'appui de la Sonidep, aujourd'hui, nous avons vraiment une infrastructure très moderne qui va permettre aux agents de travailler à l'aise. Le coût de la rénovation est de 82 585 720 francs CFA. 22 millions venant du fonds propre de la maternité et le reste, un don de la Sonidep. La maternité Isaka Gazobi a offert des cadeaux à plusieurs personnalités, parmi lesquelles figure le ministre de la Santé publique.
Le 6 mai prochain, les Tchadiens, plaise à Dieu, iront aux urnes pour élire un président de la République. Investi par la coalition Tchad Uni, Mahatma Idriss Déby Itno, président de la transition, vient de déposer sa candidature aujourd'hui même au Conseil constitutionnel tchadien. Je vous propose de suivre en exclusivité sur la télévision Labari Mohamed Zen Boda. Il est président de la dite coalition. Je suis très joyeux, je suis très fier d'avoir déposé, dès que le Conseil constitutionnel avait fait son communiqué, le dossier de notre candidat. Un parti politique est fait pour prendre le pouvoir par les urnes. Et un parti politique, c'est une machine à gagner les élections. Un parti politique doit être prêt tous les jours. Et à plus forte raison, quand plus de 220 partis se mettent ensemble, allez, on est prêt tous les jours, que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain. Qu'on nous dise que même les élections sont dans 2 jours, nous sommes prêts. Regardez la sérénité, à travers ma sérénité à moi, c'est 220 et quelques partis politiques qui sont aussi sereins que moi et qui sont prêts pour les élections, même si c'est demain. Alors maintenant à la faculté des arts et culture de l'université Abdou Moumouni de Niamey pour parler précisément du comité du dialogue interreligieux CDIR Niger, un comité qui a organisé ce jeudi matin une conférence à l'intention des jeunes Nigériens. Détail avec Boubacar Ibrahim et Halidou Brema. Nous pouvons bel et bien vivre ensemble. Voilà ce qu'essaye de faire accepter le Comité national de dialogue intra- et interreligieux CDIR Niger en initiant cette conférence sur la promotion de la paix et la cohésion sociale à travers les dialogues intra- et interreligieux. Implication des jeunes dans la promotion de la tolérance par le dialogue intra- et interreligieux pour la consolidation de la paix au Niger. Tel est le thème de la conférence qui, en plus des jeunes étudiants, a vu la participation des leaders religieux de plusieurs confessions et d'éminents conférenciers qui ont axé leur intervention sur la promotion du vivre ensemble. Le dialogue a pour but de consolider la paix. On est avant tout des citoyens. On a besoin de cette paix pour aller à l'église, on a besoin de cette paix pour aller à la mosquée, on a besoin de cette paix pour aller dans nos champs, dans nos commerces, etc. Pour vivre dans nos villages. Mais comment assurer ce vivre ensemble si la question religieuse peut à tout moment être une sorte d'épée de Damoclès sur nos têtes, où à tout moment, au nom de la religion, notre quiétude peut être perturbée. Souvent dans les différentes interventions, quand on écoute, même au niveau de l'université, on nous dit toujours que l'islam c'est une religion de soumission. Mais on ne regarde pas la profondeur du concept de l'islam, parce que la racine, c'est Salima, elle est d'origine hébraïque. Elle renvoie à l'idée de rectitude d'abord, la non-défectuosité, c'est-à-dire l'islam a pour fondement la construction de l'être humain qui lui permet de réconcilier lui et la matière. Le discours prononcé pour la circonstance, le coordinateur national du CDIR Niger a précisé l'objectif de cette conférence. J'ai saisi cette opportunité pour exprimer toute notre considération au directeur des affaires islamiques, chrétiens et autres croyances, pour sa participation significative qui témoigne de leur engagement à soutenir le dialogue interreligieux en faveur de la paix et de la cohésion sociale au Niger. Je tiens également à exprimer toute notre gratitude à nos conseillers, les personnalités religieuses ici représentées, qui accompagnent le CDIR Niger dans sa mission de promotion de la tolérance, de la cohésion sociale, de la consolidation de la paix et de la lutte contre l'extrémisme religieux. Ce sont en particulier
le président de l'Association islamique du Niger, Cheikh Djibril Karanta, l'archevêque de Niamey, Monseigneur Laurent Lompo, le bishop des évangéliques du Niger, Imso Bourema, le cadi du sultanat de Zender, l'honorable Al-Kali Hassanoun Malam Sani. Leur engagement témoigne de leur sens du devoir, car leur présence, les uns à côté des autres, leaders musulmans et chrétiens, renvoie à la société nigérienne l'image concrète de la tolérance interreligieuse, du vivre ensemble dans la différence et un modèle de la voie à suivre pour construire la paix au Niger. De façon spécifique, la conférence vise les objectifs suivants: obtenir l'adhésion des jeunes à participer dans la promotion de la tolérance par le dialogue intra-interreligieux pour la consolidation de la paix au Niger, sensibiliser les jeunes à s'engager pour être des bâtisseurs de paix, contribuer à promouvoir la tolérance, la cohésion sociale, le mieux vivre ensemble et la consolidation de la paix à travers le dialogue intra- et interreligieux. Ainsi, l'intérêt qu'a suscité la thématique a incité les participants à faire des contributions et à poser des questions. Et c'est par les réponses fournies par les conférenciers qu'a pris fin cette initiative d'Isédir Niger. Un fait de société dans ce journal, un litige foncier qui oppose la société Sony Prime et M. Sadou Harouna. À l'origine de ce litige, un lotissement privé. Détaillé avec cet élément de nos confrères de la télévision Dunia. Nous sommes ici sur les terrains du lotissement Diaspora, précisément sur le lotissement cité Majalissa. Cet espace que vous voyez a été loti par une entreprise de la place sans avoir au préalable un terrain d'entente avec le propriétaire terrien. Un espace qui fait 67 hectares et qui est objet de litige entre la société qui a loti les terrains, en l'occurrence la société nigérienne de promotion immobilière Sony Prime et le propriétaire des terres Sadou Harouna. Tout est parti d'une convention dite de lotissement qui devrait en principe engager les deux parties. La convention que vous voyez sur ces images a été signée le 29 mars 2012 et porte uniquement le cachet et la signature de l'entreprise. Nulle part le document ne laisse voir une signature de l'autre partie, à savoir celle du propriétaire coutumier qui est Sadou Harouna. Par effet de conséquence, en principe, le document n'engage en rien le propriétaire coutumier en la personne de Sadou Harouna. Ceci s'est traduit par une correspondance en date du 16 avril 2020 adressée à Monsieur le directeur général de Capital Finance avec objet utilisation frauduleuse des champs sans autorisation. Pour l'entreprise, l'espace qui a été utilisé ne couvre pas les 67 hectares, mais plutôt 309 483,50 mètres carrés, soit 30 hectares, et l'entreprise estime avoir déjà dédommagé le propriétaire coutumier Sadou Harouna sur une superficie de 108 319,13 répartie comme suit. Nombre de parcelles de 400 mètres carrés 6, nombre de parcelles de 450 mètres carrés 4, nombre de parcelles de 500 mètres carrés 98, nombre de parcelles de 540 mètres carrés 2, nombre de parcelles de 600 mètres carrés 92, nombre total de parcelles 202. Le propriétaire terrien dit d'abord n'avoir jamais donné son consentement et mieux, il réclame les 37 hectares restants. Dans un document présenté à Sadou, c'est la société même qui a présenté un document à Sadou en disant que lui, il a plus que 30 hectares et que les 30 hectares se sont dédommagés. J'ai même ici une copie qui montre ça. À notre grande surprise, Sadou est venu ici et il n'a pas pu voir les 37 hectares restants. Donc, où sont les 37 hectares restants? Vous voyez, si vous voyez, partout là, il y a
de construction. Donc les 37 hectares restants là, ça se trouve où? C'est ça que nous voulons savoir. La société va nous montrer où sont les 37 hectares restants. Aujourd'hui, Saad Harouna et famille réclament leur terrain et demandent que justice soit faite pour les départager. Le complexe scolaire privé Les Dauphins Bleus a organisé hier, mercredi 6 mars 2024, une sortie pédagogique. Cette sortie annuelle, qui est à sa 6e édition, est initiée pour permettre aux élèves de s'épanouir dans l'apprentissage. Nafissatou Yahya et Chebou Guissou. Cette fois encore, les élèves et enseignants du complexe scolaire privé Les Dauphins Bleus n'ont pas dérogé à leur rendez-vous annuel. Devenue comme une tradition au CSP Les Dauphins Bleus, cette sortie dite pédagogique a convergé pour l'édition de cette année tous ces écoliers, d'abord à l'École nationale de la police, puis au dépôt des produits pétroliers de la Société nigérienne de pétrole Sonidep et enfin dans la réserve sécurisée des girafes à Kouré. J'apprécie cette sortie parce que ça nous permet de nous épanouir et de savoir beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Par exemple, on est parti à la Sonidep, on a vu comment fonctionnent les machines et tout. Ils nous ont bien expliqué. Et aussi à l'école de police, ils nous ont expliqué comment ils font leur formation, où ils cuisinent et comment leur fonctionnement travaille. Et maintenant, on est parti à Kouré. On a vu aussi les girafes. On nous a dit que les girafes, au moins, elles peuvent atteindre 5 à 4 mètres. On a visité l'école nationale de la police, la Sonidep et Kouré, la zone sécurisée des girafes. J'ai plus aimé l'école nationale de la police parce qu'on nous a montré comment vivent les policiers qui étudient là-bas. On nous a montré où ils mangent leur dortoir, la cuisine. On nous a montré un stand pour les armes. J'apprécie trop l'endroit. On a appris plusieurs choses à la police nationale. On a appris comment on les a formés, les 36 matières qu'un policier doit respecter. Puis on est allé à Sonidep, on a appris plusieurs choses. On nous a montré de l'essence, du gasoil et du pétrole. Puis à Kouré, on nous a expliqué comment vit la girafe. Occasion pour le premier responsable de ce complexe scolaire privé de notifier l'objectif visé à travers cette sortie pédagogique qui se veut aussi récréative. Chaque année, nous organisons ce genre de sortie pédagogique pour faire visiter les élèves les lieux stratégiques dans la capitale. D'habitude, nous faisons ça dans la ville. Cette année, on a jugé utile de faire même un tour vers Kouré, voir la zone girafe. Et nous avons fait à l'intérieur même de la capitale l'école nationale de la police. Ici, à la sortie, on a vu le dépôt de la Sonidep. Et une autre équipe a profité de cette occasion pour aller vers le fonds CSP, FSSP, le fonds de solidarité, pour donner la contribution des élèves. Parce qu'ils ont dit, lors de cette sortie, ils vont profiter de cette occasion pour apporter leur soutien au CNSP ou au FSSP. Donc c'est ça. Donc d'habitude, le CNSP, c'est une école qui innove. Chaque année, nous avons des idées et nous faisons profiter ces idées-là à ces élèves. Ne pas rester dans les 4 murs-là, il faut sortir encore. Ça aide les enfants à éveiller. Parce que l'école nationale de la police qu'on a été, ça peut aider les élèves à aimer le métier de sécurité de la paix. Vous voyez, et le centre de pétrolier, ils voient chaque fois les titans rentrent, ça les aide aussi à voir là où on dépose le carburant pour l'acheminer dans la ville. Rappelons que cette sortie pédagogique qui est à sa 6e édition cette année a vu la participation des élèves de tous les niveaux. En marge de cette sortie, les élèves du CSP Les Dauphins Bleus ont posé un acte patriotique en apportant leur contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie.
En sport, le développement du football à la base est une démarche qui a fait ses preuves dans nombre de pays à travers le monde. Au Niger, la FENIFOOT multiplie les initiatives dont l'organisation d'un championnat national de football des moins de 17 ans, ici même à Niamey. Détail avec Ibrahim Tikiri. Véritable cadre de détection des jeunes talents, le champion national de la catégorie U17 de football bat son plein au Centre technique national de la FENIFOOT. Pour l'édition 2024, les organisateurs ont innové dans l'organisation de la compétition. Les équipes de l'ensemble des régions du pays ajoutées à celles du 2 de Niamey, soit 18 rencontres, c'est le menu de cette phase finale du championnat national de football de moins de 17 ans. Dans les tribunes des conseillers techniques régionaux CTR et des techniciens de la direction technique nationale. Et la phase finale consistait à regrouper toutes les sélections régionales ici à Niamey pour la phase finale du championnat. Donc depuis qu'on avait perdu le sponsoring, vous n'êtes pas sans savoir que depuis plus de 5-6 ans maintenant, la FENIFOOT n'a pas de sponsor. Donc c'est difficilement même qu'on arrive à organiser le championnat de la Super League, la Ligue nationale, la Ligue régionale. Donc on a voulu quand même garder au niveau des jeunes le même esprit à travers les ligues. On les responsabilise pour qu'ils puissent organiser des championnats régionaux à leur niveau et pour faire des sélections régionales. Et c'est la phase finale là qui regroupe toutes les 8 régions pour faire la phase finale, comme on l'a dit, du championnat national. La particularité cette année, on voulait aussi profiter de cette phase finale pour la détection des U17 parce que bientôt en mai, on va aller à les U17, je pense c'est au Ghana. Il y a le tournoi UFOAB qui est un tournoi qualificatif pour la CAN de la catégorie. À travers la multiplication des matchs chez les jeunes, la FENIFOOT s'active à une participation du MENA à des échéances futures. Elle est déjà bonne parce qu'aujourd'hui le Niger on a besoin de jeunes talents. Si vraiment la fédération est en train de travailler pour ça, donc il faut que nous les entraîneurs on appuie sur ça et pour avoir une bonne, surtout vous et la presse. Quand il y a la presse, il y a les entraîneurs, il y a des joueurs, donc ce que vous voudrez, on va avancer, Inch'Allah. Le temps qu'on nous donne pour préparer les équipes, parfois c'est insuffisant. En 3 mois, on ne peut pas passer l'information, donner les moyens et vraiment regrouper les gens et faire une sélection. Vraiment, si c'est dans le programme annuel, donc on nous donne la date, on se prépare durant toute l'année. Je pense que ça va donner un souffle à cette catégorie de jeunes, surtout que maintenant il y a beaucoup de compétitions sur le plan international. Donc nous allons demander à la fédération en tout cas de tout faire pour les pérenniser, pour permettre à cette catégorie en tout cas de renforcer et surtout d'avoir beaucoup de compétitions. Surtout si on arrive à avoir un championnat forme des ligues nationales, que ces équipes arrivent à voyager dans toutes les régions. Et ça va permettre en tout cas au Niger de s'enrichir et en même temps de renforcer les catégories supérieures. Renforcer le développement du football à la base, la Fédération nigérienne de football FENIFOOT met le paquet avec l'accompagnement de tous les acteurs. La fin de la phase finale du championnat national de football U17 interviendra ce dimanche 10 mars 2024. Grâce au programme américain VILP, 9 journalistes nigériens ont séjourné aux États-Unis d'Amérique du 3 au 15 février dernier. Voyons de près les renforcements de capacité dont ils ont bénéficié au cours de ce voyage avec Ismaël Moumouni Moussa. Bonne réception et à très bientôt, Inch'Allah. Situé sur le continent américain, les États-Unis furent découverts par Christophe Colomb en 1492. Cette nation est l'un des pays au monde les plus respectueux des droits de l'homme et de la liberté de presse. Cette dernière joue un rôle important dans la société car étant un véritable acteur du développement. C'est dans ce cadre que ce groupe de 9 personnes composé de Aminata Adamou, directrice de la formation et de la recherche au Conseil supérieur de la communication, Shamsia Kimba Hamani, journaliste à la télévision Canal 3 Niger, Jamila Zangina, journaliste reporter à l'agence nigérienne de presse, Ismaël Moumouni Moussa, journaliste à la radio et télévision Labari, Omar Issa, journaliste à la télévision Niger 24, Omar Sani, journaliste à la radio
Sahara FM, Rabiu Adamou, directeur de la formation et de la recherche de l'ESCOM, ex-IFTIC, Sariou Adam Yerima, journaliste numérique et webmaster au studio Kalangu, et Zahiratou Soumana Hamani, journaliste à la télévision Ténéré, ont participé du 3 au 15 février 2024 à une formation aux États-Unis sur les droits et responsabilités d'une presse libre, l'utilisation des médias sociaux et de nouvelles technologies et comment lutter contre la désinformation afin de renforcer un environnement de presse libre et ouvert, initié dans le cadre du programme d'échange international Visitor Leadership Programme, IVLP. Le premier État à être visité est Washington DC. Cette dernière, qui est la capitale des États-Unis, ne fait partie d'aucun État. Nommée à l'honneur de George Washington et de Christophe Colomb, la ville a été créée en tant que siège du gouvernement fédéral par la loi du Congrès en 1790. Washington, district de Columbia, est situé au confluent des rivières Potomac et Anacostia entre les États du Maryland et de la Virginie. La population de la ville est d'environ 706 000 habitants. En guise d'accueil, ces bénéficiaires du programme ont assisté à un match de basketball qui a opposé les Wizards de Washington aux Phoenix Suns au Capital One Arena. Pour la première journée de session de travail qui a débuté le lundi 5 février, les visiteurs se sont rendus au Méridien International Center White Mayer House, accueillis par les membres de l'équipe du programme, Madame Michelle Suarez, Yamin et Canon Gates, respectivement chargés du programme et coordonnateurs, Office des visiteurs internationaux, division IVLP, on demande, branche Afrique, Europe, et coordonnateurs du programme, tous membres du département américain, en compagnie de la représentante Méridien International Dina Almekest, ont édifié sur le programme IVLP. Ainsi, chaque année, ce sont 5000 personnes dans divers domaines qui bénéficient de ce programme. Une séance d'information sur le fédéralisme, ses avantages et inconvénients. La Constitution américaine a été dispensée par Dr Jeremy Meyer, professeur à l'université George Mason, spécialiste dans le domaine politique. Pour la deuxième journée, les participants à cette formation se sont rendus au département d'État. Ce dernier conseille le président dans la formulation et l'exécution de la politique étrangère en déterminant et analysant les faits relatifs aux intérêts américains à l'étranger. Les visiteurs ont échangé avec Nicole Elkon, Vedant Patel et Sean Tandon, respectivement sous-directeur adjoint pour les échanges professionnels et culturels, Bureau des affaires éducatives et culturelles, porte-parole adjoint, principale relation avec la presse, Bureau des affaires publiques mondiales et le président de l'association des correspondants, tous au département d'État. Puis, ils ont été reçus au laboratoire de recherche en criminalistique numérique du Conseil atlantique par son directeur adjoint Emerson T. Brooking. Ce centre a rendu opérationnel l'étude de la désinformation en dénonçant les fausses nouvelles, en documentant les violations des droits de l'homme et en renforçant la résilience numérique dans le monde entier. Pour leur dernier séjour dans la capitale américaine, ces Nigériens ont rendu visite à la représentation nationale où ils ont été accueillis par l'attaché de défense, le colonel-major Abdelaziz Touré, avant de visiter plusieurs lieux touristiques, dont entre autres la Maison Blanche, le Capitole, l'Obélix, la statue d'Abraham Lincoln et de Martin Luther King Jr. ont été visités par les convives. Pour la deuxième étape, direction Dallas, localité située dans l'État du Texas, fondée en 1841 par John Nelly Bryan. Cette localité située le long de la rivière Trinity dispose d'environ 1,3 million d'habitants. Dès leur arrivée le 7 février, les bénéficiaires du programme IVLP ont assisté à une activité culturelle typique au Cowboy.
Le quotidien Dallas Morning News, une institution publique indépendante employant 170 personnes, dont environ 105 reporters, est le premier organe de presse visité par ces journalistes et agents du secteur de la communication qui ont été bien reçus par la rédactrice en chef, Amy Holyfield, qui a bien voulu partager ses expériences ainsi que les défis auxquels font face les journalistes aux États-Unis, notamment à Dallas. Puis, direction à l'Institut George Walker Bush. Ce dernier identifie les idées et les actions qui renforcent la démocratie, notamment l'éducation civique, la confiance dans les institutions démocratiques et la citoyenneté aux États-Unis. Après des échanges avec les responsables, la délégation a eu droit à une visite dans le musée qui trace l'historique du président Bush fils, sa politique ainsi que sa famille. Après, s'en est suivi des échanges sur la protection des données, le journalisme d'investigation, bref, plusieurs thèmes en lien avec la lutte contre la désinformation, respectivement avec Jim Muller de l'école de journalisme de Mayborn, de l'Université du Nord Texas, Randy Lee Loftis, maître de conférences, journaliste numérique et presse écrite, conseiller pédagogique, parrain de la Société des journalistes professionnels, Dr Janet Johnson, professeur adjoint d'enseignement à l'Université du Texas, Dallas, possédant plus de 20 ans d'expérience dans les médias et de la communication stratégique. En dehors des rencontres professionnelles, il y a eu également des rencontres sociales. C'est ainsi que la dernière activité à Dallas a consisté à faire immersion au sein des foyers. Madame Jocelyne, le couple Hélène et John et la famille John Weiss ont bien accepté que ces bénéficiaires du programme IVLP soient leurs hôtes en les invitant à dîner chez eux tout en respectant leur régime alimentaire. Étant 9 visiteurs, donc scindés par groupe de 3, en compagnie des 3 interprètes, à savoir Burton, Gerda et Isabelle. Chaque groupe s'est rendu chez ces personnes courtoises, aimables et très sociables, avec lesquelles ils ont d'ailleurs partagé de bons moments, au cours duquel le Niger leur avait été présenté en guise de souvenirs, mais surtout en signe de gratitude et de reconnaissance. Les hôtes ont offert aux Américains des tableaux fabriqués par les artisans nigériens sur lesquels figure la carte du Niger et son drapeau, ainsi que la croix d'Agadez. Arrivé le 11 février en Floride, précisément à Saint-Pétersbourg, une localité située au bord de l'eau, comptant environ 265 000 habitants. La reprise des rencontres a débuté le lendemain 12 février dans la salle de l'Université de Saint-Pétersbourg, où une réunion virtuelle a eu lieu sur le thème Information, engagement et mensonge avec Cassé Freshest. S'en est suivi une autre formation avec Mike Dayson sur le journalisme d'investigation où des débats ont été très édifiants. Pour la journée du 13 février, les visiteurs se sont rendus au département de la police de Saint-Pétersbourg. La responsable de la communication de ce département de police, Yolande Fernandez, les a édifiés sur la communication publique, mais surtout sur les relations entre la police et les citoyens, mais également entre la police et la presse. Dans la soirée, la délégation s'est rendue à l'aquarium de Saint-Pétersbourg pour contempler la faune marine, mais également les animaux vivant sur l'île africaine, à savoir Madagascar. Pour clôturer la fin de cette formation, ces bénéficiaires du programme se sont entretenus dans la matinée du 14 février avec Benjamin Kirby, responsable de communication de l'hôpital de Saint-Pétersbourg de Floride, sur les relations de leur service avec la presse, mais également de la manière dont ils utilisent les réseaux sociaux pour faire passer les messages. Midi, ils ont assisté à un atelier animé par Al Tompkins, senior à la faculté Pointe Institute. Journaliste de son état, il a édifié l'assistance sur les meilleures pratiques pour découvrir et se rendre compte des canulars véhiculés sur les réseaux sociaux
afin de combattre la désinformation et ainsi mettre fin à la mésinformation. Les nouvelles technologies, dont l'intelligence artificielle, étaient au centre de cette formation. Ce programme a permis à l'équipe de découvrir beaucoup de choses, tant sur le plan professionnel que social. Ce groupe a également saisi cette opportunité pour faire la promotion du Niger auprès des Américains. Ce programme financé par l'État américain a permis à ses agents des médias publics et privés, mais également des agents de l'État du secteur de la communication, d'acquérir des outils et des compétences nécessaires pour faire face à la nouvelle ère de désinformation, tout en continuant d'améliorer l'écosystème médiatique du Niger, tout en rassurant de mettre en pratique les connaissances acquises au service du pays pour son développement en général, notamment dans le domaine de la communication en particulier.